Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Alors, comme promis, aujourd'hui je vous propose d'illustrer le cours sur la programmation des soins. Donc cette illustration va concerner la planification des soins, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle le plus souvent, à partir de deux situations. Donc nous allons voir une illustration de la planification des soins à travers donc deux situations. Les consignes sont les suivantes. Vous êtes infirmier ou infirmière, vous travaillez de 6h30 à 15h en UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée, ce lundi 21 novembre 2022, et vous prenez en charge 2 patients entrés dans la nuit. En fait, il s'agit de 2 patientes pour lesquelles vous établissez une planification des soins pour votre quart de travail après avoir élaboré la problématique de ces 2 patients. Cette planification fera apparaître l'ensemble des soins directs inhérents à la prise en charge de ces 2 patients, une logique d'organisation de tous ces soins pour chacun des patients, une logique d'organisation dans l'articulation des différents soins entre les patients prenant en compte des priorités, et les interventions des acteurs de l'équipe pluridisciplinaire, et cela selon un code couleur renvoyant à une légende donnée. Donc, je vous laisse prendre connaissance des 2 situations tranquillement, à votre rythme. Vous pouvez faire pause même pour prendre un petit peu plus de temps. Et nous verrons ensuite ensemble la correction avec la problématique et la planification. Alors, nous allons voir d'abord la première situation avec la problématique et la planification qui est déjà réalisée. Donc, première situation, Madame B est une femme de 32 ans, transférée des urgences où elle a été admise la veille au soir pour embolie pulmonaire. L'angioscanner pulmonaire et le dosage des dédimères est supérieur à 2000 nanogrammes par millilitre, sachant que les normales sont inférieures à 500. Et donc, examen qui confirme ce diagnostic, notamment l'angioscan. Un échodoppler veineux des membres inférieurs identifie une phlébite récente de la veine fémorale superficielle droite. Alors, elle est fatiguée et inquiète, notamment par rapport à ses antécédents de phlébite, et soucieuse à la fois pour sa fille de 8 ans et les conséquences de l'hospitalisation pour son activité professionnelle. À ce jour, Madame B présente une embolie pulmonaire à J1 favorisée par une phlébite récente de la veine fémorale superficielle droite, découverte à l'échodoppler, et un risque de récidive majoré par ces facteurs de risque, antécédents de thrombose veineuse profonde en 2008 et son tabagisme actif. Cette embolie pulmonaire traitée par héparine IV à la SAP, avec un contrôle du TCA prévu ainsi qu'un contrôle des plaquettes, entraîne une diminution de l'irrigation tissulaire cardiopulmonaire liée à une embolie pulmonaire se manifestant par des douleurs basithoraciques avec une EVA à 6, mais traitée par paracétamol, ainsi qu'une perturbation des échanges gazeux se manifestant par une tachypnée avec une fréquence respiratoire à 25 et une hypoxie, une PaO2 à 11 et une saturation en air ambiant à 93%, traitée par oxygénothérapie. Le traitement est débuté depuis moins de 24 heures avec une surveillance du pouls, de la tension et de la fréquence respiratoire ainsi que de la saturation toutes les 3 heures. La clinique n'est pas tout à fait stabilisée. Il y a un risque hémorragique lié au traitement par héparine. Le dosage des plaquettes est prévu par rapport à l'innocuité du traitement. Un TCA est prescrit toutes les 6 heures et également 6 changements du débit ou de la posologie. Des investigations supplémentaires sont prévues par un bilan de coagulation étendu du fait des antécédents de thrombose veineuse
Et les douleurs donc au thorax sont traitées par paracétamol et elle est sous oxygène en lien avec la perturbation de l'hématose, avec notamment donc une surveillance des gaz du sang par rapport à l'efficacité et l'innocuité des traitements. Sont également prescrits la pose de bandes de contention et un repos strict au lit. Donc Madame B présente une anxiété en lien avec son hospitalisation, le diagnostic lui-même anxiogène et la séparation brutale avec sa fille de 8 ans et sa situation professionnelle. Anxiété qui a généré des troubles du sommeil. Donc là, son état clinique est relativement stable, mais psychologiquement, la rupture du rythme de vie avec l'environnement familial et le fait qu'elle soit travailleur indépendant a un impact important sur son moral puisque l'hospitalisation génère des pertes financières importantes pour elle. Madame B présente aussi une mobilité réduite induite par le repos strict au lit, qui engendre donc une dépendance partielle pour les actes de la vie quotidienne et par conséquent des risques de complications de décubitus. Et elle présente également un risque infectieux du fait de la porte d'entrée via la voie veineuse. Donc, dans le plan d'action journalier, on retrouve chacun des problèmes avec les objectifs. Donc d'abord l'embolie pulmonaire, avec un premier objectif qui est de traiter la thrombose et de prévenir la récidive. Cela par rapport à des soins du rôle propre, mais également des soins sur prescription médicale. Donc dans le rôle propre, on retrouve donc le repos strict au lit, la sape d'héparine qui est à surveiller, la perfusion dont il faut vérifier l'efficacité, mais aussi vérifier l'innocuité. Il faut aussi donc vérifier l'efficacité de l'héparine à travers l'absence de signes de phlébite. Et en ce qui concerne le rôle sur prescription médicale, on a le repos strict au lit, l'administration de l'héparine par voie IV, de la perfusion de G5, également la réalisation des prélèvements veineux et les surveillances donc, du pouls, de la tension et de la température. Sur la page suivante, on trouve la suite par rapport à cet objectif de traiter la thrombose et prévenir la récidive, avec du côté du rôle propre la vérification de l'innocuité de l'héparine à travers l'absence de signes hémorragiques, mais aussi l'efficacité de la contention-compression prescrit pour favoriser le retour veineux. Vérifier aussi la bonne tolérance de cette contention veineuse. Et du côté du rôle prescrit, donc les dosages des plaquettes et la pose des bandes de contention. Ensuite, il y a donc un deuxième objectif par rapport à cette embolie pulmonaire, avec des douleurs basithoraciques en lien avec la diminution de l'irrigation tissulaire. Ce deuxième objectif, c'est diminuer les douleurs. Donc, du côté du rôle propre, il va falloir donc vérifier l'efficacité de l'antalgique et vérifier son innocuité. Et sur prescription, nous avons l'administration du perfalgan via la voie d'abord veineuse. Toujours pour ce même objectif qui est de diminuer les douleurs, on va retrouver dans le rôle propre la surveillance de l'efficacité de la perfusion et la surveillance aussi de l'innocuité de cette perfusion. Il y a un troisième objectif par rapport à ce problème d'embolie pulmonaire qui se manifeste aussi par une perturbation des échanges gazeux. C'est du côté du rôle propre de vérifier l'efficacité de l'oxygénothérapie et son innocuité. Et sur prescription médicale, on a l'administration de l'oxygène par lunettes et la surveillance de la fréquence respiratoire et de la SAT. Le deuxième gros problème, c'était l'anxiété, en lien avec le diagnostic, mais aussi la rupture avec l'environnement familial et les répercussions sur la vie professionnelle. Donc l'objectif, ça va être de limiter l'anxiété. Donc dans le rôle propre, on va avoir l'adoption d'une attitude calme rassurante, permettre à Madame B de verbaliser, de l'aider à identifier ses ressources, de maintenir des liens avec la famille, de lui proposer de rencontrer l'assistante sociale et surtout de l'informer clairement au fur et à mesure. Et sur prescription médicale, il y a l'entretien médical. Le troisième gros problème, c'est la dépendance partielle liée à la mobilité réduite du fait du repos strict au lit. Donc l'objectif, ça va être de pallier la dépendance et de favoriser sa participation. Donc là, on n'a que des actes du rôle propre, c'est-à-dire de l'installer pour sa toilette au lit, de l'aider pour la toilette du dos et des jambes, de l'aider au déshabillage et à l'habillage avec la perfusion, de lui mettre le bassin à porter, etc. On a, du fait de la dépendance partielle, un risque de complications de décubitus, donc altération cutanée au point d'appui, la constipation. Donc les objectifs, ça va être de prévenir les rougeurs au point d'appui et dépister toute altération cutanée en veillant à son confort et à son alimentation, et de prévenir la constipation et de la dépister, donc par la surveillance de l'état cutané, en veillant à l'hydratation et en surveillant le transit et l'apparition de douleurs abdominales.
Et dernier problème, le risque infectieux lié à la voie veineuse. Donc l'objectif, ça va être de prévenir toute infection et de repérer tout signe infectieux, donc en surveillant la température sur prescription médicale, et puis en posant les voies veineuses en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie, en manipulant les lignes veineuses selon le protocole, en surveillant le point de ponction de la perfusion. Donc, voyons ce que cela donne au niveau de la planification. Comme vous voyez, on a bien en haut le numéro de la chambre, en dessous donc le nom de Madame B, et ensuite tous les soins programmés. On a dans les soins fixes le repos strict au lit, l'oxygénothérapie à 3 litres minutes et la perfusion et la SAP, puisque ça c'est en continu. Ensuite, dans les soins qui sont planifiés, eh bien, il y a le bilan sang, les surveillances, diverses et variées, que ce soit des constantes, ou du débit de la perf ou de l'oxygénothérapie, ce qui concerne les relations de soins, les prélèvements du TCA qui sont à heure fixe en fonction effectivement de la SAP, les traitements Péros, l'antalgique IV, vous voyez bien que l'on ne met pas de nom de médicaments. La toilette donc est planifiée, ainsi que la pose de bande de contention, les surveillances par rapport au risque de décubitus. On retrouve donc l'heure des repas avec le petit déjeuner, l'entretien de la chambre, etc., etc. Et la même chose donc après donc le petit déjeuner, où on va retrouver les surveillances qui sont planifiées, puisque c'est toutes les 3 heures. Les résultats donc des bilans sang de 8 heures à récupérer, le déjeuner, etc. Tous les soins sont bien planifiés et il y a donc un code couleur qui est le suivant qu'on doit retrouver avec toute planification. Donc je vous laisse faire pause pour que vous puissiez visualiser exactement ce qu'il en est. Donc voyons maintenant la situation 2. D'abord la problématique de Madame P, Suzanne, 89 ans, prise en charge à 100% pour une ALD par la Sécurité sociale et affiliée à une mutuelle, qui est donc amenée par les pompiers aux urgences le 20 novembre à 22 heures. Elle est veuve depuis 17 ans, vit en EHPAD, proche du domicile de son fils et de sa fille, qui lui rendent visite tous les jours, et elle est sous la tutelle de son fils depuis son entrée en institution. Elle est entrée donc à l'UHCD le 21 novembre à 4 heures via les urgences, pour prise en charge d'une suspicion d'une hypotension orthostatique ayant entraîné des troubles de l'équilibre plus importants depuis quelques jours, avec des chutes à plusieurs reprises sans conséquences particulières après s'être levée de son fauteuil. D'un trouble du rythme de type rythme cardiaque par fibrillation auriculaire objectivé à l'électrocardiogramme, d'une suspicion de luxation de la prothèse de l'épaule droite posée en 2010 pour arthrose et d'un météorisme abdominal. Elle a été adressée aux urgences pour malaise avec perte de connaissance, bradycardie et hypotension, pâleur et troubles de la vigilance, accompagnés de vomissements et une reprise de conscience sans morsure de langue ni perte d'urine. Madame P est suivie sur le plan cardiologique depuis plusieurs années. Elle présente une hypertension artérielle ancienne, sévère, traitée par Loxène 50, une gélule matin et soir, Kenzen 8 mg à comprimer le matin, une fibrillation auriculaire sous-cardégique 160 le midi. Elle est hospitalisée plusieurs fois pour aggravation de son insuffisance cardiaque. Dernière hospitalisation en septembre 2022. Insuffisance cardiaque traitée par nitriderme 10 mg en patch chaque matin et l'Azilix 40, un comprimé matin et midi. Elle souffre également d'un syndrome démentiel avec troubles mnésiques et désorientation temporospatiale et de constipation traitée par un portal 10 grammes de sachet le matin. Elle est arrivée en UHCD avec une voie d'abord posée aux urgences, un 250 cc de G5 sur cathéter veineux périphérique, 22G posé au bras gauche pour 24 heures, avec les prescriptions suivantes. La poursuite du traitement habituel, sauf le cardégique 160 qui est arrêté. La voie d'abord veineuse avec 250 cc de G5 à passer en 24 heures. Du dafalgan 500, 4 gélules par jour. Madame P, souffrant énormément de son épaule, a reçu un dafalgan 500 à 5 heures du matin. Calciparine 0,2, 3 injections sous-cutanées par jour. La première injection a été faite à 2 heures. Elle présente donc à ce jour une douleur importante à l'épaule droite liée à une probable luxation de sa prothèse posée pour arthrose en 2010 et traitée par antalgique de palier 1. Une gélule de dafalgan ayant été donnée à 5 heures. Une radiographie de l'épaule est prévue à 11 heures. Une diminution du débit cardiaque liée à une insuffisance cardiaque traitée par dérivé nitré, nitriderme, et diurétique hypocalémiant, le Lasix, à l'ACFA et à l'hypertension traitée par un inhibiteur
de l'angiotensine 2, le Kenzen, et inhibiteur calcique, le Loxène, nécessitant donc la poursuite des traitements habituels, un régime sans sel large et une surveillance du pouls et de la tension, couché et debout, ainsi qu'un électrocardiogramme quotidien et un prélèvement sanguin pour un iono afin de vérifier une potentielle hypokaliémie en lien avec le Lasix. Un risque de thrombose favorisé par l'ACFA, prévenu par calciparine 0,2 par 3, et qui sera traité ensuite par antiarythmique quand le TCA sera en zone efficace. Il y a un TCA à faire 6 heures après la première injection, et si la TSH ne montre pas de signe d'hypothyroïdie. Un risque de chute favorisé par les troubles d'équilibre générés par une probable hypertension orthostatique, mais aussi par l'insuffisance cardiaque, l'ACFA et le traitement antihypertenseur, ainsi que le syndrome démentiel, est prévenu par un repos au lit avec une prescription de barre de lit et une mise au fauteuil limitée à 4 heures par jour. Une constipation liée à une altération de la mobilité physique par intolérance à l'activité du fait des problèmes cardiaques et de l'âge, se manifestant par un météorisme abdominal et nécessitant un lavement par Normacol, puis un traitement laxatif oral, le Movicol. Une dépendance pour les actes de la vie quotidienne, mobilisation, soins d'hygiène, élimination, liée au syndrome démentiel et majorée par les douleurs de l'épaule droite et par conséquent des risques de complications de décubitus cutané notamment, majorée par l'incontinence urinaire, également thromboembolique déjà cité. Un risque infectieux favorisé par la porte d'entrée qui est la voie d'abord veineuse et un risque de déshydratation et risque de dénutrition favorisé par des apports limités. Madame P a peu d'appétit du fait de son insuffisance cardiaque et nécessite une surveillance des apports. Donc, dans le PAJ, nous allons retrouver ces divers problèmes, notamment donc la douleur, avec différents objectifs. Le premier étant de diminuer la douleur, avec sur prescription l'administration donc du dafalgan et sur rôle propre l'évaluation de l'efficacité de ce traitement à l'aide d'une échelle adaptée. Ensuite, assurer son confort et sa sécurité, c'est-à-dire la manipuler avec précaution et éviter donc de la placer sur son côté droit, douloureux, et de mobiliser le bras droit. Et ensuite, permettre de connaître l'origine de la douleur en organisant le transport en radio pour le rendez-vous de 11 heures et récupérer les résultats pour les transmettre au médecin. Ensuite, le problème suivant de diminution du débit cardiaque lié à l'insuffisance cardiaque, l'ACFA et l'hypertension. Eh bien, l'objectif va être de traiter l'insuffisance cardiaque, l'ACFA et l'hypertension, donc en administrant les traitements sur prescription médicale, en mettant en place donc le régime sans sel large, la surveillance du pouls, de la tension et de l'électrocardiogramme, et dans le rôle propre, en vérifiant l'efficacité de ces traitements grâce aux différentes observations, mais aussi donc vérifier l'innocuité de ces mêmes traitements avec l'apparition des signes d'effets secondaires et sur prescription médicale, notamment la surveillance du iono par rapport à la kaliémie au regard du Lasix. Il y a également le prélèvement de sang pour la TSH avant le traitement par cordarone. Par rapport au risque de thrombose lié à l'ACFA, il va s'agir de prévenir cette complication. Donc c'est le rôle donc, de l'administration de la calciparine sur prescription médicale avec le contrôle TCA prévu ce jour. Et c'est aussi donc de dépister une complication thromboembolique en surveillant les signes de phlébite ou d'AVC. Ensuite, par rapport au risque de chute, il va s'agir donc de prévenir tout risque de chute. D'une part en traitant les facteurs favorisants, ça nous ramène au problème 1, en surveillant la tension couchée et debout par rapport à l'hypotension orthostatique et en mettant les barres de lit qui sont prescrites. Et du côté du rôle propre, donc surveiller le comportement de Madame P à la recherche d'une éventuelle agitation ou de toute tentative de se lever seule, être à son écoute, lui donner les informations nécessaires et surveiller l'apparition de vertiges lors des mises au fauteuil. En regard du problème de constipation, eh bien, l'objectif, ça va être de traiter cette constipation par le lavement au Normacol prescrit, suivi ensuite de l'administration du Movicol. Et bien sûr, en lien avec le rôle propre, on va surveiller l'efficacité du lavement et ensuite surveiller l'efficacité du Movicol et son innocuité. Par rapport au problème de dépendance, il s'agit donc de pallier la dépendance de Madame P tout en préservant le peu d'autonomie qui lui reste, donc ça veut dire l'installer pour la toilette, lui faire sa toilette, en lui laissant faire sa toilette du visage, la déshabiller, l'habiller, puisqu'elle est perfusée,
réaliser l'échange anatomique en fonction de ses besoins, l'aider pour les repas, notamment avec l'ouverture des pots de yaourt, etc. Des repas donc en texture hachée. Ensuite, bien sûr, sa dépendance peut entraîner des risques de complications de décubitus, notamment cutanés, au point d'appui, ce qui est majoré aussi par l'incontinence urinaire et les risques thromboemboliques, mais que nous avons déjà vus. Donc, il va s'agir de prévenir les complications de décubitus, notamment cutanées, par des changements de position, en évitant les plis sur les draps, en séchant bien la peau au moment de la toilette, et sur prescription la mise au fauteuil, au moins 4 heures par jour. Donc, pour la prévention des risques thromboemboliques, il faut revoir le problème 3. Ensuite, il s'agit de dépister les complications de décubitus. Donc, cutané, c'est en surveillant l'état cutané. Et les risques thromboemboliques, je vous renvoie donc vers le problème 3. Il nous reste le risque infectieux favorisé par la porte d'entrée, qui est la voie d'abord veineuse. Il s'agit de prévenir toute infection en respectant les règles d'asepsie lors de toutes les manipulations de la ligne veineuse et de repérer tout signe infectieux en surveillant le point de ponction et la température. Et nous arrivons au dernier problème potentiel, le risque de déshydratation et le risque de dénutrition, favorisé par les apports limités puisqu'elle a peu d'appétit du fait de son insuffisance cardiaque, mais aussi son âge, qui entraîne une diminution du ressenti, notamment par rapport à la soif. Donc il s'agit de prévenir les risques de déshydratation et de nutrition en assurant des apports suffisants en fonction des besoins de Madame P, au besoin en instituant une fiche de surveillance, et bien sûr se renseigner sur ses goûts pour favoriser un peu son appétit. Dépister une déshydratation en surveillant s'il y a des signes de déshydratation, comme la sécheresse des muqueuses, les iones concentrés, etc. D'autre part, à travers le iono qui va être réalisé ce jour, on va pouvoir voir effectivement s'il y a un problème de déshydratation. Et il s'agit de dépister une dénutrition en surveillant notamment son poids et si elle présente une asthénie ou une anorexie, on sait qu'elle a peu d'appétit. Donc nous allons voir ce que l'on va faire figurer donc, sur la planification, sachant que toutes les actions de soins que l'on a citées doivent se retrouver. Tout d'abord, dans les soins fixes, on sait que Madame P a besoin de barres de lit qui ont été prescrites pour sa sécurité. Ensuite, nous savons aussi qu'elle est perfusée avec un 250 de G5 sur 24 heures, qu'elle a un régime sans sel large et qu'elle doit manger avec une texture hachée. Et on sait aussi qu'à 11 heures, une radio de son épaule est prévue. Donc il va falloir organiser les soins aussi en fonction de ça. Donc une question se pose, on sait qu'on a un lavement Normacol à faire. À quelle heure est-il mieux de le faire? Bon, j'ai pris le parti de le faire avant la toilette, parce que ça permet ensuite de lui faire sa toilette du siège et de lui mettre un change anatomique propre. Donc, puisqu'on a le lavement en Normacol à faire, on va aussi faire donc, la surveillance du pouls, de la tension, de l'EVA et de la température. On va également surveiller le débit de la perfusion et l'aspect du point de ponction, tout en instaurant une relation de soins, ça paraît évident. Et bien sûr, on va faire le lavement au Normacol. Donc il faut laisser un peu de temps au Normacol de faire effet. Donc le soin suivant va être le prélèvement sanguin, dont le TCA, qui est à faire à une heure fixe, puisqu'on sait que la calciparine a été faite à 2 heures du matin. Et bien le TCA doit être fait 6 heures après. Donc on va faire les prélèvements de sang prévus, dont le TCA, à 8 heures. Et ensuite, on pourra faire la toilette au lit de Madame P en lui laissant faire le visage. Ça nous permettra en même temps de surveiller son état cutané. On va aussi donc lui mettre un change anatomique propre. Et une fois qu'elle sera bien réinstallée, on va lui donner son traitement Péros, parmi lesquels se trouve aussi l'antalgique. Comme on vient de la mobiliser, je pense que c'est utile de lui donner son antalgique. Et ensuite, on pourra la mettre au fauteuil avant le petit déjeuner, ce qui permettra de reprendre sa tension couchée et debout. Vient ensuite donc le petit déjeuner. Et ensuite, comme le temps au fauteuil donc, est limité à 4 heures par jour, on va la réinstaller au lit pour qu'elle se repose un peu avant les soins suivants. Donc en la recouchant à 9h30, on sait que vers 10h, on va pouvoir faire donc l'électrocardiogramme qui est demandé dans les surveillances.
Et ensuite, il y aura l'entretien médical, enfin la visite du médecin, qui pourra donc visualiser cette ECG. Et à 10 heures, il y a également l'administration donc de la calciparine, puisqu'elle a de la calciparine 0,2 3 fois par jour. Ayant eu la première à 2 heures, eh bien, elle a la seconde 8 heures après. À 11 heures, il y a la radio de l'épaule qui est prévue. Et il est de bon ton donc de prévoir effectivement l'entretien de la chambre pendant que Madame P n'est pas là, ça évitera de la déranger. Selon l'heure à laquelle elle va revenir, soit on va la rallonger un petit peu, soit on va la mettre directement au fauteuil, parce que si elle revient vers midi, eh bien ça va être l'heure du repas, et donc on va pouvoir la mettre au fauteuil pour le repas, lui donner son traitement Péros, et ensuite donc l'aider pour le repas de midi. Donc après le repas, donc vers 13 heures, eh bien, il faudra la réinstaller au lit. Donc elle aura déjà été mise au fauteuil au total pendant 2h30 déjà. Donc en la réinstallant au lit à 13 heures, ça nous permet de changer ses protections anatomiques, de nouveau surveiller l'efficacité de l'antalgique via une EVA, puisqu'elle a pris le Dafalgan à midi. On va surveiller de nouveau le débit de la perf, le point d'injection. Tout cela, effectivement, en la rassurant, en lui donnant des informations. Et bien sûr, on va la laisser se reposer un peu, puisqu'elle a eu une matinée déjà bien chargée pour une personne âgée. Donc, le code couleur, vous voyez, est le même que pour Madame B. Donc, vous voyez, pour planifier ses soins, il y a une certaine donc, logique à avoir. Par exemple, si on reprend le cas de Madame B sur une des diapositives, Madame B, dont je n'ai pas retouché, hein, elle est telle qu'il avait été présenté par l'étudiante, mais il y a une chose que moi j'aurais certainement regroupée. On voit que pour Madame B, vous voyez, à 7 heures, il y a un bilan sang, et qu'à 8 heures, on refait un prélèvement de TCA. Il est bien évident qu'en général, on essaie de préserver le capital veineux de la personne, donc il paraît de bon ton de regrouper le bilan sang à l'heure où a lieu le TCA. Il n'est pas non plus incohérent d'avoir des surveillances sur 2 patientes différentes sur un même créneau, sachant que ces créneaux horaires sont d'une demi-heure. Donc on peut très bien effectivement faire la surveillance de pouls, fréquence respiratoire, saturation, tension, etc. de Madame P et celui de Madame D dans ce créneau d'une demi-heure. On voit bien que ce sont des soins relativement courts. Alors, la planification des soins doit permettre aussi de visualiser les différents acteurs. Alors là, il est bien évident que là, on n'a qu'un code couleur et on peut différencier donc des soins de base et des soins techniques, mais on pourrait se dire, tiens, tout peut être fait par l'infirmier. Donc, lorsque, en tant qu'étudiant, vous présentez une planification des soins, il est bien de noter, par exemple, au crayon, dans un coin de la fiche T, si c'est l'IDE qui réalise le soin, comme par exemple la toilette, ou l'AS, ce qui permet de bien différencier les différents acteurs qui interviennent auprès des patients. Parce que là, effectivement, on a un code couleur qui est assez précis, mais on ne sait pas forcément si les soins de base sont effectués par l'AS ou par l'infirmier. Donc c'est bien de le préciser quand, en tant qu'étudiant, vous présentez un soin à votre tuteur ou au cadre formateur qui vient en enseignement clinique. Notamment donc en ce qui concerne les fiches T bleues pour les soins d'hygiène et de confort, etc. Ou les fiches marron avec la mobilisation, parce que la mobilisation peut être faite aussi bien par l'aide-soignante lorsqu'elle met au fauteuil que par le kiné. Donc il faut qu'on sache qui fait quoi sur vos fiches T. Il faut que vous le précisiez. Chose qui ne figure généralement pas sur les planifications de service, puisque chacun, par définition, sait ce qu'il a à faire et la répartition de soins se fait lors des transmissions devant la planification. Donc effectivement, généralement, les soins d'hygiène et de confort sont réalisés par les aides-soignants. Mais il faut se méfier des évidences. En tant qu'étudiant, je vous conseille d'être précis. Bon, de même, je vous ai présenté un code couleur particulier. Rien ne vous empêche d'adopter le vôtre. Ce n'est pas une obligation. L'essentiel, c'est que vous prévoyez une légende. Voilà, cette vidéo réalisée pour illustrer la programmation des soins est terminée. J'espère que la planification des soins correspondant aux 2 situations que je vous ai proposées vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair.
et je vous dis à très bientôt.